Bonjour à tous dans ce bonus de la Galette des Rois. Étant donné que pendant l'émission, Pépé a dû nous quitter, on n'a pas pu revenir sur la question de Twitter et des réseaux sociaux. Et justement, je pensais faire ce petit format court pour revenir sur la chose avec Pépé et Reichenbach. Pépé, tu avais commencé à nous faire un peu ton pamphlet anti-Twitter. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était que tu avais dit qu'il y avait des phénomènes sociaux que tu avais compris de par ton utilisation de Twitter. J'aimerais que tu m'en dises plus. Ouais, alors, bonjour. Donc, ouais, ce que je voulais dire par là, c'était que, par exemple, quand je dis phénomène de société, c'est genre plus des modes, ou des manières, enfin, plus par rapport aux mèmes, aux nurshi, des trucs comme ça. Par exemple, pour un exemple très précis, il y a des pas des ouais, des inside jokes, en fait, qui existent que sur, ce réseau social-là et qui n'existent que par la manière dont il fonctionne, quoi, et aussi qui existe que parce que certaines personnes, par exemple, ont beaucoup d'abonnés, par exemple, sur Twitter. Ils sont très connus sur Twitter, mais ils n'existent sur aucun autre réseau social. Ça veut dire que si, par exemple, toi, tu es pas sur Twitter et que tu es un gars d'Instagram, tu vas pas comprendre, par exemple, pourquoi on parle d'un tel ou d'un tel, ou pourquoi un tel, comment dire? On fait une blague par rapport, à la situation qu'un tel a vécue. Parce que tout ça, ce sont des histoires qui arrivent sur Twitter, en fait, et juste par rapport à cet exemple précis-là, j'avais compris ça, et aussi comment dire? La transmission d'informations, on va dire, parce que Twitter est censé être le réseau social, d'excellence, du journalisme et de l'actualité, de l'information. C'est un format rapide et efficace pour, faire comme des dépêches AFP. Donc, il y avait, cette idée-là aussi que c'était ça l'utilité, comment dire? La toge dont se parlait Twitter. Faut dire que c'était un réseau social utile parce que justement, tu pouvais avoir l'information dessus, beaucoup plus rapidement. Il y a on va pas les appeler des leaders d'opinion, mais eux se considèrent, et d'autres personnes les considèrent comme des leaders d'opinion, qui existent aussi que sur Twitter et qui n'existent que grâce au, système de tweets de 140 mots de Twitter, où ils peuvent balancer, des conneries, de 140 mots, bien tassés, et faire passer ça pour, je sais pas, pour une analyse, quoi, tout simplement. Un truc de 140 mots, juste une phrase. Tu fais passer ça pour une analyse et tu lances des tweets comme ça, et donc ils se battent à coups d'analyse de 140 mots, et comment dire? Ça réduit de plus en plus, le l'analyse elle-même. Donc, au final, tu te retrouves avec des débats, qui sont vides de tout contenu, on va dire, lourd, parce que justement sous Twitter, ne prend que 140 caractères, donc tout doit être, très condensé, et donc on enlève le superflu, ou dans un débat d'idées, c'est assez, comment dire? C'est compliqué d'enlever un superflu qui permet de contextualiser par exemple ce que tu veux dire, quoi. Donc, voilà, juste par rapport à ça pour commencer. Bien sûr, mais justement, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fonction du réseau social, il y a une certaine structure autour des idées, de la formulation des idées, rien que par déjà la taxonomie, euh, la façon d'orienter le contenu, la façon de l'exprimer. Et pour prendre l'exemple de Twitter, il y a un aspect centralisateur de l'information, où on n'a pas besoin de suivre tel ou tel contenu pour tomber sur le contenu. En gros, il est libre et ouvert à tous, pour peu qu'on se donne la peine d'aller le chercher, avec une classification autour des mots dièses, hein, pour utiliser les termes de l'Académie française. Et ce que je trouve dangereux, justement, par rapport à Twitter et son utilisation, c'est justement cette tendance de toujours bloquer les avis réfractaires. Parce que comme on a le sentiment d'être sur la place publique et de voir tout le monde, à force de bloquer les sons de cloche dissonants, on finit par rentrer dans un espèce de cadre d'autoconfirmation, d'auto-validation par en fait juste des personnes qui sont d'accord avec nous. Exactement. Et en soi, Facebook, il y a à peu près un phénomène similaire, parce que Facebook, c'est les pages, les groupes, les amis,
qu'on a sur le réseau qui vient nourrir notre timeline et il n'y a pas vraiment de grande ouverture vers les contenus auxquels on n'a pas adhéré. Mis à part par les contenus sponsorisés et que les gens payent en fait pour afficher sur ta timeline, quoi. Mais le phénomène est peut-être moins, je dirais, moins important sur Facebook parce que justement, on n'a pas ce sentiment d'être sur la place publique, tu vois. Il y a entre guillemets un petit sentiment quand même d'espace privé qu'on n'a pas sur Twitter. Je Ouais, pense ouais. qu'il y a aussi l'accent tu parlais tout à l'heure des mots dièses et même si Facebook et YouTube essayent de les placer, les hashtags et cetera, ou même Twitch, en gros, il y a quasiment personne qui les utilise vraiment, hein, à part les sponsors. Alors que Twitter, enfin, tu des gens mettent 40 hashtags, alors en plus que c'est même pas forcément efficace en plus et il y a cette notion de trend. Absolument. C'est pas du tout, c'est peu contrairement à ce qu'on croit, ces hashtags ne servent à rien dans, dans le référencement. Les seuls hashtags utiles, c'est les hashtags tendances, parce que les gens cliquent sur les hashtags tendances. Mais Twitter continue de garder le hashtag pour juste parce que c'est sa marque de fabrique, mais leur système en fait qu'ils reconnaissent tous les mots qui sont écrits dans un tweet. Donc si par exemple dans ta barre de recherche, tu tapes le mot maison, que le tweet ait le hashtag maison ou pas, ça va te balancer le tweet, quoi. Donc c'est juste pour les trucs en tendance parce que les gens ils cliquent toujours sur le hashtag et donc il y a les différents hashtags qui viennent et si tu mets le hashtag Mais on le voit d'ailleurs qu'on appelle justement dans tu l'onglet vois. tendance sur Twitter. Mm. De moins en moins, on voit dans les tendances des hashtags. On voit de plus en plus juste des mots. Ouais, exactement, ou des challenges ou même des noms de personnes ou par exemple justement vu que Twitter reconnaît maintenant les mots et non plus les hashtags, donc si par exemple il y a des moments où je vois sur Twitter où il y a en tendance, il y a des trucs comme j'aime. C'est juste le mot j'aime, tu vois, qui est marqué, il est en mode tendance ou bien des trucs comme bonjour ou des trucs comme ça, tu vois, parce que c'est juste à un moment, les gens dans le monde vont utiliser le même mot dans un tweet qui va revenir et Twitter va le balancer en mode top tendance et que voilà, le mot j'aime, c'est top tendance, tu vois, sauf que ça, c'est tendance de rien du tout. C'est juste, il y a plein de gens qui l'utilisent, quoi. Et donc, même ce système ouais, de hashtag, comme tu as dit, ce n'est plus vraiment ce qui est en tendance, mais c'est juste le système informatique, en fait, qui fait ce qu'il veut. Surtout comme YouTube avec l'algorithme, ça fait un effet boule de neige puisque les gens vont, contrairement effectivement à Facebook, il y a pas cette idée-là, d'essayer de trender quoi, il y a une course, sur Twitter que n'a pas forcément enfin, ou n'a plus trop Facebook par rapport aux autres, parce que donc de la même manière sur YouTube, tu vois, maintenant on commence à savoir qu'est-ce qu'il fait. Il y a je sais plus qui l'avait balancé là. En France, il y avait quelqu'un qui avait balancé ce qui faisait que YouTube mettait en haut de l'algorithme, les vidéos et par exemple, alors du coup, il y avait quoi? Il y avait le format, de 10 minutes, c'est-à-dire que 10 minutes, c'est le temps parfait pour des pubs. Ouais, Les sujets, donc si c'est politique, histoire, enfin tout ce qui est un peu touchy, c'est-à-dire même des images, par exemple, à un moment, Joueur du Grenier s'était fait striker parce qu'il y avait des images du 11 septembre. Heu et qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Je sais pas, tu peux me dire, Pépé? par rapport à ce qu'il met en avant. Ouais, parce qu'il y avait en fait, à un moment, il y avait une histoire qu'ils avaient, mis en dur dans le code. Tout ce qui faisait qu'une vidéo YouTube montait, qu'est-ce qui faisait Ah! qu'est-ce qui faisait que les investisseurs, en fait, parce que ce qui fait que YouTube monte, c'est tout simple. Franchement, pour dire la vérité, étant vu que je suis de plus en plus sur YouTube là avec ma chaîne, j'en profite pour faire plein de tests, pour essayer de comprendre l'algorithme, voir, d'autres trucs de ce qu'ils disent et c'est vraiment totalement aléatoire et de 2 ce qui remonte, on va dire, dans les trucs qui disent coder. Comme tu as dit, c'est la durée de la vidéo, il faut que ça fasse plus de 10 minutes généralement et aussi, de plus en plus maintenant, un contenu que tu as fait toi-même. Genre quelqu'un qui va faire un vlog, qui va se filmer lui-même, par exemple, et qui raconte sa vie, va être plus mis en avant que quelqu'un qui fait, par exemple, une vidéo de 10 minutes, sur, je sais pas, tu prends un extrait de film et tu mets, par exemple, voilà, un truc de 10 minutes ou bien, je sais pas, voilà, la plupart il y a plein de vidéos sur YouTube, c'est juste d'autres contenus que plein de gens, remettent, en fait
et ces contenus-là ne sont plus mis en avant. Généralement, maintenant, c'est les contenus que les gens font eux-mêmes, heu, qui sont mis en avant, quoi. Bah, il y a aussi un truc important, parce que là, récemment, il y a eu la fonctionnalité des chapitrages qui a été mis sur YouTube. Et en Ouais. fait, le truc qui a mis en alerte tout le monde, c'est justement par rapport à l'algorithme, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est pris en compte par l'algorithme YouTube, qui est le clic par taux d'impression. Donc déjà, la question du putaclic, de la miniature, pour Ah attirer bah oui. le clic. Mais après, celui qui est le plus important, c'est le temps de visionnage. C'est-à-dire que pour eux, un contenu où les gens n'iront pas jusqu'au bout de la vidéo, c'est pas intéressant, parce que ça veut dire que tu peux pas mettre de pub dessus. Parce que les gens Ouais. décrochent de la vidéo. Typiquement, ce que je fais avec Epiphany, c'est pas quelque chose de vendeur, c'est pour une niche, et c'est pas quelque chose qui est voué par l'algorithme de YouTube à être à monter, en fait, à être mis en avant par YouTube. Pour info, j'ai retrouvé parce qu'en fait, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre, c'est parce qu'il avait sur le web anglais, du coup, ça y est, c'est le youtubeur Sylvain avec un Q à la place du A qui avait fait ça en France, qui avait relevé le truc en France. Très bonne chaîne, je recommande à ceux qui connaissent pas, je mettrai dans les fiches un lien vers sa chaîne. Sylvain avec un Q, c'est vraiment excellent ce qu'il fait. Si vous voulez le trouver. En fait, à un moment, ils ont fait en dur. C'était vraiment, enfin, tu faisais information, tu sais, code source de la page et tu l'avais, quoi. À mon avis, le mec a dû se faire virer. Et en fait, il y a YouTube, comment tu fais pour être bien référencé? Bah, ils appellent ça le P-score, en fait. Et parce qu'ils ont fait ça avec un truc bien commercial en mettant les 5 P. Et alors, popularité, donc c'est combien de temps les gens regardent, enfin, le temps cumulé de temps de cerveau disponible, en fait, la popularité. La passion, alors ça, comment est engagée l'audience? Donc j'imagine que là, effectivement, c'est à coup on peut dire que c'est les commentaires, le nombre de commentaires, le nombre de fois où il est cité, ça sert à ça aussi un peu, quand on disait les trends. Les like, hein, dans l'algorithme YouTube, les dislikes valent autant que les likes. Et alors, oui et non. Donc, enfin, oui, et alors, parce que dans l'algorithme, ça lui permet de prendre en compte, mais après, par exemple, s'il voit que des vidéos sont trop dislike, ça lui permet aussi de dire ah, qu'est-ce qui va pas. Du coup, alors, et après, du coup, là, on arrive donc dans la protection, ce qu'ils appellent comment, à quel point ça peut justement heurter l'audience. Et c'est là, ça arrive, c'est pour ça que c'est bah, donc pas de politique, etc. Il faut que ce soit bien cadré, il faut pas que nos petites têtes blondes soient choquées. Qui faisaient des trucs débiles, hein, genre Mortal Kombat qui avait des problèmes de référencement parce que c'était un jeu Peggy 18, tu vois. Et alors après, je viens de voir effectivement donc la plateforme. Donc est-ce que c'est bien est-ce que ça peut être lisible sur le téléphone portable ou pas, tu vois? Ça, je suis pas au courant. Et la production, donc le nombre de fois où tu postes une vidéo. Ce qui fait qu'effectivement, bah, comme le temps de 10 minutes, c'est parfait aussi pour mettre des pubs, mais c'est aussi parfait parce que si tu segmentes une très grande vidéo en vidéo de 10 minutes, bah, ça fait plus d'endroits où les pubs peuvent arriver. Mais tout ça pour en revenir au fait que tous les youtubeurs maintenant s'en plaignent, hein, tous les plus sérieux en tout cas, bah, c'est que ça formate totalement les vidéos YouTube des gens, quoi. C'est ce qui fait que tu vas avoir des gens qui vont faire ah ben je vais manger bleu pendant une semaine parce que justement comme tu as dit c'est les vlogs qui marchent. Et après du coup le format de 10 minutes parce que c'est ça qui marche, et les sujets parce que bah, il faut pas que ce soit trop politique, sinon c'est En soi, j'ai envie de te dire, ils se plaignent de quelque chose qui pour moi n'a aucun sens. En fonction, comme on le disait tout à l'heure, en fonction du réseau social, la taxinomie, l'orientation et le formatage de ce que tu vas dire et la façon dont tu vas le dire sera différent, parce que justement, la façon dont est axé le réseau social entraîne tout ça derrière. Je me rappelle d'un article que j'avais vu, justement, un truc plus ou moins pour les community managers, qui te montrait comment présenter la même chose en fonction du réseau social sur lequel tu étais. Si tu regardes par exemple sur Instagram, tu retrouves énormément aussi la question du hashtag, je crois que c'est le seul autre réseau social où ça a vraiment de l'importance. Mais il y a aussi l'aspect esthétique qui est énormément mis en avance, et avec une tendance par rapport à ce qui va fonctionner sur un moment T, enfin un moment M. Tu vas avoir énormément de contenu sur exactement la même chose, ça va toujours suivre des trends,
Et au final, tu as énormément de gens qui se plient à ça parce que ils sont pas influenceurs dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que tu as des gens, ils ont choisi comme métier de faire uniquement ça, c'est-à-dire qu'ils créent de l'engouement, ils surfent sur les trends pour avoir des gens qui les suivent, et ils vont influencer ces gens-là pour consommer des produits pour lesquels ils auront été payés pour les mettre en avant, typiquement les NordVPN, Red Shadow Legend, tous les trucs qu'on voit en boucle et que tout le monde connaît parce qu'on les retrouve sur toutes les vidéos. Les influenceurs ne servent strictement qu'à ça. Mais il y a aussi énormément de gens qui ont un vrai métier à côté et qui mettent leur travail en valeur grâce aux réseaux sociaux. Typiquement, j'ai une amie qui est tatoueuse et qui utilise Instagram pour mettre son travail en valeur. Et ce qui lui permet d'avoir un bon carnet de commandes, etc. Et elle-même, elle en parlait justement hier, elle a quand même une certaine pression des réseaux sociaux par rapport à ça. Parce que si demain, elle est plus assez performante sur les réseaux sociaux, elle se demande est-ce qu'elle aura toujours un carnet de commandes qui sera rempli. Absolument, c'est le pire. C'est le pire avec ce nouveau système commercial, économique, de salariat semi-esclavage, semi. Enfin, il y avait un épisode de Black Mirror, je crois. Ah non, c'était pas Black Mirror, c'était sur un autre truc, un truc de Dust, mais c'était genre dans une projection de science-fiction où dans le futur, les gens vivaient en fait dans des petits trucs de 10 mètres carrés, etc., où tout était holographique et ils ne vivaient qu'à travers en fait réellement leur réseau social. Et tout était conditionné à tout ce qu'on vient de dire là, quoi, les nombres de likes, le taux d'engagement, etc. Sauf que c'était vraiment une question de vie et de mort pour eux, quoi. Et ça montrait en fait toutes les petites mécaniques et la pression en fait que les gens avaient lorsqu'ils publiaient un truc à chaque fois pour avoir le nombre de, pour, enfin, la dictature du like, quoi. Il y a même, Mais le pire dans cette je crois, histoire, Pépé, des trucs de psychologie, oui. Pépé, le pire dans cette histoire, c'est que Black Mirror l'a fait, mais c'est déjà en marche en Chine, hein. Il y a la note sociale qui est pris en Ah oui, compte c'est vrai, comme un la réseau note sociale. social où on peut mettre des malus aux gens, et puis quand ta note sociale elle est plus très élevée, bah il y a des trucs que tu n'as plus le droit de faire, hein. Tu peux plus prendre l'avion, tu peux. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais ça, honnêtement, je suis actuellement presque persuadé, on va pas persuadé, mais à 60% que c'est le futur qui nous attend, hein. Parce que logiquement, il n'y a aucun gouvernement actuellement, si on voit comme, on sait comment pensent nos gouvernants, on sait les intérêts sociaux, politiques, économiques, etc. Il n'y a aucun gouvernement, s'il peut le faire, qui va refuser de le faire. C'est du pain béni pour n'importe quel gouvernement d'avoir une politique sécuritaire extrême qui ne porte pas son nom, en disant juste, mais non, on vous fait un monitoring et vous vous comportez tout seul et c'est vous-même qui êtes responsable de vos propres actes. C'est si vous faites quelque chose de mal, votre note sera baissée, c'est pas notre faute, etc., quoi. Alors que ça permettra déjà de contrôler les faits et gestes de chacun sans avoir besoin de mettre, même t'as même plus besoin de mettre de police dans les rues. Les gens, quand ils savent qu'ils sont surveillés par un Big Brother, et en plus, comment dire, C'est ils justement pourront. ce qui est le plus critiquable Bah ouais. sur cette question de centralisation autour des réseaux sociaux. Parce que justement, je pense Mm. que ça va me permettre de rebondir sur là où je voulais vous emmener après. C'est cet effet centralisateur de l'information, du contenu médiatique et public est en train de nous emmener vers quelque chose qui est quand même assez inquiétant. Parce que les GAFAM viennent de faire quelque chose pendant l'élection américaine. Je n'ai vu personne critiquer, et pourtant on rentre en plein de ce dont on parlait justement dans la question si on pouvait encore débattre. C'est que pendant l'élection présidentielle, quand Trump a parlé de fraude et qu'il l'a mis en avant, etc., il n'a pas pris de précautions oratoires, mais après c'est le personnage qui veut ça. Le mec, il est tout le temps en train de brailler à gauche à droite, il a un caractère affirmé, et c'est un showman, quoi. C'est pas pour rien que le mec, tu le retrouvais dans un épisode de... Il y a eu une fois où il était en train de faire du catch, où il était en train de tondre le président de la fédération là, de catch, là, de la WWE sur un ring, tu vois. C'est un personnage médiatique avant d'être un personnage politique. Donc, sur son expression, c'est comme ça. Mais ils ont fait quoi? Il y a toujours des petits trucs. Alors, ils ont censuré certains de ces messages où il y a un filtre au-dessus des messages et où on doit cliquer.
Et il y a certains, entre guillemets, Ah, c'est dégueulasse. certaines pages de fact-checking, justement, qui renvoient en disant oui, cette question-là est débattue, et derrière, on clique dessus, c'est dit oui, ce qu'il dit, c'est totalement faux. Sauf qu'avec les dernières informations qui sont en train de tomber, eux-mêmes qui ont annoncé, enfin les médias qui ont annoncé Biden vainqueur, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est, parce qu'il y a des procédures judiciaires, parce qu'il y a des recomptages qui ont donné, qui ont donné un résultat totalement opposé au premier comptage. On est un peu dans la situation des années 2000, de l'année 2000, où il y avait justement Al Gore et Bush qui étaient au coude à coude, et où ça s'est tranché à la Cour suprême. Sauf que là, les médias se sont empressés de déjà annoncer un vainqueur. Et maintenant, pour donner vie à leur information, ils refusent de voir ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis. Et justement, je me pose la Exactement. question de est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers quelque chose de dangereux où au final ce sont les gens qui possèdent les réseaux sociaux qui décident de la réalité, de la vérité, de la dite réalité qu'on ne peut plus questionner. aurait été le cas, enfin, plus ou moins, c'est juste que là où il y a une différence, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de couacs en ce moment, c'est qu'on a retrouvé un média, on a retrouvé parce qu'on en avait avant, genre, quand c'était, l'imprimerie avec, la naissance de la littérature, pulp et cetera, où tu avais des petits éditeurs, de rien du tout qui pouvaient, vendre pour une bouchée de pain, des écrits de gare et cetera. C'était le genre de média donc qui permettait de s'exprimer et là on en retrouve un et on avait perdu en fait on l'avait perdu depuis quelque temps c'est un truc, qui se transmet aussi rapidement et avec, plein de gens et là ils sont en train de reprendre le contrôle effectivement. Comment dire? C'est pas vraiment qu'ils contrôlent, les réseaux sociaux parce que, c'est, comment dire? Contrôler, les réseaux sociaux, c'est assez compliqué parce que comment dire? Le principe même de liberté de pouvoir publier tout ce qu'on veut et cetera, il est inhérent aux réseaux sociaux et si ils les enlèvent, les gens n'iront plus sur les réseaux sociaux. Donc ils sont obligés de laisser les gens. Ce qu'ils font, c'est qu'ils contrôlent ce que, comment dire? Ce que les gens vont dire, en fait. Ils essayent de créer une situation où, ça sera mal vu de dire certaines choses sur les réseaux sociaux. Ils essayent de plus compter sur la sanction sociale, plus que sur une réelle censure, quoi. À part, Alors, par exemple, je pour sais les pas. messages de Trump, où là, c'était juste dégueulasse, Mais là, de là marquer en haut, c'est quelque chose d'affiché, mais on a quand même un phénomène, je pense que j'apprends à personne, ce que c'est le shadow banning. C'est-à-dire qu'on te laisse publier ton ouais. contenu, mais on le diffuse pas en réalité. Ah ouais, ouais, bah, après oui, dans ce sens-là aussi, mais généralement ça arrive parce que les gens signalent. Enfin, les réseaux sociaux ne vont pas eux, ils n'ont aucun intérêt, tu vois, à faire la police. Eux, ils n'ont aucun C'est intérêt à censurer plus il y a de contenu, plus ils se font de bif. Donc s'ils mettent des photos, de gens démembrés, ça rapportait du bif et c'était autorisé, il y aurait plein de photos de gens démembrés sur les réseaux, tu vois? Ils vont rien censurer du tout. C'est juste, ils sont obligés de garder leurs gens, de garder leurs clients plutôt sur les réseaux sociaux, donc de les satisfaire. Et si les clients n'aiment pas un certain contenu et te le signalent, ils vont le supprimer et voilà. Mais si comment dire? Les gens ne censurent pas, par exemple, comment dire? Tous les trucs racistes, par exemple, que les humours et cetera vont dire, sur les réseaux, ce sera pas censuré parce que les gens ne vont pas le signaler, tu vois? Il y aura pas assez de gens qui vont le détester. Pourtant, s'il y avait une commission éthique, par exemple, pour les réseaux sociaux, ils pourraient discutablement, supprimer, beaucoup plus de publications, qu'ils n'en font actuellement, quoi. Donc que là, en fait, ce avec quoi ils jouent, c'est encore une fois la pression sociale. Ils ont créé un discours. Ils ont créé, par exemple, juste pour le cas, pour parler d'exemple précis avec Trump, l'élection américaine, ça fait des années, dans les médias, tout ce qu'il appelle les fake news et cetera. Lui aussi, de son côté, il a créé cette idée et les médias aussi ont surfé, en fait, sur ça, tout en disant qu'ils le combattaient. Mais ils n'ont, comment dire? Quand tu vois des reportages sur Trump, par exemple, il y a très peu de médias qui ont un point de vue journalistique dessus, quoi. C'est juste, c'est un grand méchant, c'est le monstre, ils mettent même la musique derrière qu'ils vont mettre, les manières de bouger les caméras, tu vois? C'est délibérément fait pour avoir une position claire dessus, tu vois? Donc ils étaient
totalement anti-Trump. Et là, ils peuvent plus, comment dire, ils peuvent plus lui donner aucune crédibilité en fait. Peu importe ce qu'il dit, même si Trump demain dit un truc totalement vrai, ils pourront pas dire que c'est vrai parce qu'ils ont créé un personnage où c'est un menteur pathologique, tout ce qu'il dit c'est faux. Donc ils ont créé cette image-là. Et pour les réseaux, on peut dire même qu'ils font la même chose. Ils te créent une certaine vérité, une certaine manière de dire les choses, surtout par exemple sur Twitter, une certaine manière d'afficher des informations, etc. Et si tu le dis pas comme ça, si tu le dis différemment, soit les gens vont t'ignorer, tout simplement. Le truc va disparaître dans la masse. Ou soit si tu es un peu connu, un peu écouté, tu as des abonnés et que tu es quelqu'un, on va dire un influenceur, automatiquement, il y aura des levées de boucliers. On va essayer de faire généralement auto-censurer ton contenu en voulant que toi, parce qu'ils en appellent souvent aux réseaux sociaux, mais c'est très rare les cas où Twitter, Facebook, etc. vont d'eux-mêmes supprimer un contenu. Tu vois, ils l'ont fait pour l'élection américaine avec Trump en mettant juste la petite bannière, etc. Mais à part, par exemple, tu dis les shadow banning, etc., là, c'est plus, je pense, les algorithmes. Mais des cas où c'est un humain qui prend la décision de supprimer un Justement, truc, c'est plus rare, quoi. tu parles d'algorithmes, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, face à la masse d'informations et de contenu qui est diffusé sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas les moyens de mettre en place justement suffisamment de modérateurs pour, entre guillemets, mettre de côté des contenus qui poseraient problème. Je veux dire, si t'as un peu fréquenté les Nurshi et compagnie, tu sais très bien qu'il y a des gens qui se font, même pour la blague, qui se font zouk de Zuckerberg, donc qui se font bannir de Facebook. Mais c'est souvent sans intervention humaine. J'avais essayé un truc avec... en fait, à un moment, c'était quoi? C'était le mot PD. Le mot PD, ça passe pas du tout, tu vois. C'était le truc, tu l'écrivais, ton message était supprimé. Au bout de 3 fois que tu l'avais écrit, que ton message était supprimé, tu te mangeais un ban. De toute façon, là, c'est en fait le truc, quand il parlait de vagues, et cetera, et je parlais tout à l'heure d'effet boule de neige, mais c'est ça le truc de, alors après ça converge parfois parce que, ils le font, mais les réseaux sociaux, en fait, effectivement, ils veulent engranger il y a 2 choses qu'ils font. Ils veulent engranger effectivement plein de données, et cetera. Ils veulent faire du chiffre, et effectivement, ils veulent aussi plaire au grand public. Et là, ce qui traîne, ce qui fait que ça surfe, et cetera, et tout, effectivement, c'est d'être anti-Trump. Donc forcément, c'était ça qui, pour le cas de Trump, c'est ça qui joue. Mais, si effectivement, demain, Trump devient Je un suis pas, sujet. je suis pas sûr. À ce niveau-là, je suis pas sûr parce que pendant son mandat, Trump a déjà eu un accrochage avec Twitter qui lui avait déjà mis des filtres sur, je sais plus à quel moment, il avait justement dit certaines choses. Twitter l'avait censuré par rapport à ça. Et là, justement, je crois que c'était pendant les midterms, si je dis pas de conneries. Mais il a menacé Twitter en fait de les faire changer de case de case juridique. C'est-à-dire qu'ils n'auraient plus, ils auraient, à partir du moment où ils décident de censurer du contenu de ce genre-là, ils ne seraient plus donc une entité qui prend les données et qui les redistribue sans regard dessus, mais ils deviendraient éditorialistes. Et à ce moment-là, ils seraient responsables de tout ce qui est diffusé sur leurs réseaux sociaux. C'est la menace qu'il Exactement. leur a fait s'ils continuaient de le censurer. Et c'est pour ça Alors, ils le font très, très, très peu. Parce que mais en fait, justement, une fois qu'ils passent ce truc-là, il y a plus de chemin retour et ils sont foutus. Parce qu'il suffit que n'importe qui, ils font ça, le réseau social, en 2 jours, il est fermé par des procédures judiciaires, quoi. non, mais parce qu'en fait, le truc qui menace, mais en fait, s'il devait y avoir une ligne éditoriale, justement, c'est plus clair de dire comme ça, mais la ligne éditoriale, c'est de vendre, en fait. Et comme j'ai dit, enfin, si Trump, si effectivement, Twitter décide de de censurer Trump, et cetera, c'est parce que il ne participe, enfin, il faut le voir, Twitter, c'est quand même une logique aussi, je vais revenir aussi, une logique un peu californienne aussi. Ils aiment pas Trump. Trump, alors, oui, alors c'est paradoxal ce que je vais dire, parce que d'un côté, je pense qu'ils sont pas super politiques, Facebook et compagnie, c'est-à-dire Ah si, ils ont pas le choix, ils ont pas le choix. oui, c'est ça. Non, mais en fait,
Ils sont ça, politiques. c'est comment dire, l'aspect qu'ils sont obligés de donner parce que personne va aller sur un réseau social si Mark Non, mais ils sont Zuckerberg demain il dit qu'il est pour ou tel candidat, tu vois. oui, non, mais en fait, là où ils restent, là où c'est politique, c'est en gros, normalement, ils vont rester dans la légalité, c'est tout. Voilà, c'est du moment sinon, Ouais, ouais, c'est pour moi, c'est la seule grosse ligne politique qu'ils vont faire. Mais effectivement, d'un autre côté, on peut se dire que Trump les a pas ménagés enfin, il y a plein de trucs, hein, que la Silicon Valley a détesté sur Trump, hein, genre, là, quand on leur a dit quand Trump, parlait des dreamers et la politique qu'il avait à leur égard, ça a bien emmerdé la Silicon Valley. Ne serait-ce que, en termes d'image, quoi. ouais, mais il faudrait pas aussi, ignorer la possibilité que le camp Biden, c'est des politiques aussi, qu'ils ont dû, faire pression sur, Twitter et Facebook avec les mêmes menaces que Trump, leur a faites quoi, que s'ils laissent Trump dire ce qu'il veut, que comment dire? Qu'ils pourraient eux aussi, tenter de les rendre responsables, de ces propos quoi, en leur disant tout simplement qu'ils vont tout faire pour qu'ils perdent et que est-ce que Twitter a vraiment envie de se mettre à dos le prochain président des États-Unis, juste pour garder sa soi-disant liberté d'expression, quoi. Donc, Carrément, mais ils sont aussi comment dire? Je pense pas, comme tu as dit au début, leur principal objectif, c'est de faire du chiffre et de plaire au public, quoi. Et et le ces réseaux public, sociaux-là, ils sont pas très politiques, donc ils essayent le moins possible, eux aussi, d'être dans les trucs politiques, même si, bah, les gouvernements les forcent, quoi, parce qu'ils ont pas le choix, ils sont juste trop importants pour la sécurité nationale des pays avec leurs data, quoi. Donc, il y a par rapport à ça aussi et je voulais juste revenir sur un aparté par rapport on parlait à un moment de tendance et tu parlais, de tendance, par rapport au fait de ne pas d'être contre Trump qui était tendance. Il y a aussi ça sur, les réseaux sociaux et surtout Twitter où lorsque, par exemple, quelque chose est en trending et en tendance, tu vas avoir automatiquement tout le monde, pas comme tu disais, l'effet boule de neige qui va, surfer sur cette tendance. C'est des gens, par exemple, qui leur compte, c'est juste, ils essayent à chaque fois d'avoir le plus de likes possible. Donc ils vont juste cliquer sur tout ce qui est en tendance et essayer de faire un petit jeu de mots ou, enfin essayer d'attirer l'attention sur eux pour avoir des likes, quoi. Donc si, par exemple, être contre Trump, c'est la tendance, ils vont trouver plein de trucs contre Trump. Si demain, pour être pro Trump, c'est la tendance et cetera, tu vois? Et ça participe, à l'effet de faire croire qu'il y a une mobilisation générale, qu'il y a plein de gens qui pensent ainsi ou qui pensent comme ça, alors que ces gens, ils pensent rien du tout. Ces gens, ils surfent sur la tendance et ils sont sur un réseau social déjà où il y a pas la place, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une analyse. Donc automatiquement, ils n'analysent rien du tout, ils essaient juste de faire des mèmes, en fait, voilà. C'est juste qu'on se dirige vers une communication par mème, j'ai l'impression, sur les réseaux, quoi. Justement, c'est ce qui a fait le succès de Trump en 2016, c'est que sa communication était très axée sur Internet, sur Twitter. Il y avait aussi énormément, il y avait une cellule du slash poll de 4chan, le Kekistan, qui était totalement pro-Trump et qui produisait en masse du même pour Trump, quoi. C'est... Ah, là, il s'est inspiré d'Obama. Là, c'était Obama qui était le premier à avoir lancé ce truc-là, sauf que lui, il était encore plus lisse, tu vois. Il était dans l'époque où les réseaux sociaux commençaient encore à, comment dire, comment dire, ne savaient pas encore tout leur potentiel ou ne l'avaient pas encore atteint au niveau d'abonnés. Il était sur Facebook et il faisait la même chose. C'était la même chose quand il y avait les pro-Obama et voilà quoi. Sauf qu'avec Trump, lui, comment dire, c'est un produit, c'était un produit du moment, tu vois? C'était un moment c'est cette période-là, on est beaucoup dans le mème, tu vois? Le mème a pris une importance une très, très grande importance, hein, sur les réseaux depuis sa création. Au début, c'était juste une niche où, il y a les gens allaient faire des mèmes, il y avait des mèmeurs et aujourd'hui, tu un youtubeur et tu un mèmeur, tu vois? Ça commence à être presque au même niveau, Bah, et en France, ça avait ça déjà devient fou, quoi. commencé avec l'humour de droite.
Je crois que c'est le Ouais, premier compte vraiment c'est vrai. politique, même qui est né en France. Après, il y en a peut-être d'autres qui ont eu moins de succès, mais c'est celui qui a fait le plus parler de lui, à tel point que même ensuite, pendant le mandat de Hollande, t'as eu l'humour de gauche qui s'est fait. Ouais, ouais, c'était marrant ça. Pour en revenir, effectivement, c'est le problème des réseaux sociaux et de l'algorithme, c'est que il y avait aussi autre chose. Non, en fait, pour en revenir à Trump, c'était ça que je voulais dire. Oui, là où ça a très bien marché au niveau des mèmes aussi, c'est que sur 4chan, tu avais beau avoir pas mal, effectivement, même on avait une bonne majorité de pro-Trump, mais il y avait aussi une bonne partie qui était juste là pour le loul, quoi. Et qui est juste là parce que justement le coup du signe de plongée qui veut dire OK là, qui est passé en white power. Il y en avait plein qui avaient fait ça exprès justement, mais il y en a c'était juste pour voir le plaisir de voir Ah oui, mais les il y en a eu énormément des campagnes comme ça. Il y a eu aussi avec le lait, parce que le lait c'est blanc, soi-disant c'était devenu un signe suprémaciste blanc parce que 4chan avait décidé de se foutre de la gueule du monde. T'avais le dièse. Dièse c'était devenu soi-disant une croix gammée masquée. T'avais eu le drapeau LGBT aussi. À un moment, ils avaient pris le drapeau LGBT en disant que oui, c'était un signe suprématiste parce qu'on avait les différentes couleurs qui étaient séparées. Ils disaient séparés, on est mieux, tu vois. T'avais eu plein de trucs comme ça où ils avaient repris énormément de C'est symboles, la de signes qui c'est la existaient déjà puissance de pour. la puissance de la tendance. Ouais. Parce qu'ils savent comment une fois que c'est une petite communauté comme ça, tu peux balancer plein de trucs en tendance et vu que les réseaux sociaux ne filtrent rien, bah, les gens, ils sont et pour eux, ce qui est tendance est forcément bien, en fait, tu vois? Ou est forcément quelque chose à suivre. C'est justement le fait même si même le système de le follow et cetera, d'abonner, de suivre. Tu suis des trucs, tu vois? Tu suis des gens et donc tu es tout le temps derrière à la recherche de trucs et ils voient comment dire? Ils voient les trucs en tendance et ils se mettent derrière la tendance automatiquement et comment dire? Pour les gens extérieurs, ça par exemple, pour les médias qui vont utiliser ça, je vois de plus en plus, sur les médias, ils ont le moment revue de presse où avant c'était des revues de presse, maintenant ils ajoutent à ça, ce que pensent les réseaux sociaux, tu vois? Et c'est marrant, ils sélectionnent eux-mêmes, par exemple, des tweets, tu vois? Des trucs comme ça pour montrer un peu, on va dire ce que pensent les gens, tu vois? Mais sauf que c'est le pire endroit pour aller voir et chercher ce que pensent les gens. Là-bas, c'est juste des usines à mèmes. Les gens, ils cherchent pas à dire ce qu'ils pensent, ils cherchent à susciter une réaction et un like, tu vois? Donc ils vont pas forcément partager, leur avis, comment dire? Pour t'informer de quelque chose. Donc automatiquement, c'est faussé, quoi. C'est sûr que c'est pas très réjouissant. C'est pas très réjouissant de voir que on est en train de se baser sur ça pour entre guillemets modifier le modèle civilisationnel, quoi. On est en train d'engendrer, pour moi, enfin, ça rejoint ce que t'avais commencé à dire quand t'as fait ton pamphlet anti-Twitter. C'est qu'on est en train de faire un effet boule de neige autour justement de mécaniques de réseaux sociaux qui sont totalement dégueulasses, qui entraîne toujours plus de médiocrité en fait. Enfin, Exactement. quand tu surfes, quand C'est tu regardes sur c'est Twitter, le tu mot. vas sur les tendances, tu regardes, mais c'est d'une vacuité. C'est d'une vacuité, mais c'est débile, c'est Mais je idiot. t'ai dit, 140 caractères, tu peux faire aucune analyse. Tu es obligé de condenser le truc et ça ne ressemble plus à rien, tu vois? Ça ne ressemble plus du tout à rien et Bah, comme tu l'as c'est dit, même, c'est médiocre. C'est la c'est même au-delà. médiocrité parce qu'ils ont pas c'est pas le choix. Au-delà du 140 caractères, enfin déjà, certes, on ne peut pas avoir d'analyse, etc., mais c'est que ils cherchent même pas à avoir d'analyse. Ils ne cherchent même plus. Il y a peut-être quelques comptes Twitter quelque part qui cherchent à faire des analyses, qui cherchent à dire certaines choses. Mais la majorité, tu regardes, c'est des blagues à deux balles. T'as l'impression que c'est une grande cour de récré ou alors que c'est une salle de cours où le prof arrive pas à tenir ses élèves et puis ça part en quéquette, quoi. Tout le monde dit Après, n'importe quoi. il y a autre chose effectivement avec Twitter, on parle des caractères et ça va avec ça, c'est effectivement, ils ont détourné au fur et à mesure le truc principal de Twitter parce que, par exemple, déjà à la base, alors déjà j'ai recherché avant comment ça s'appelle? Avant le podcast pour voir et je n'arrive plus à trouver quel est le l'objectif précis à la base de ceux qui ont fait Twitter. Il y a très longtemps, j'avais vu que c'était pour, justement pour faciliter pendant les manifestations.
Et je pense que les gens qui disaient ça pensaient plutôt à ce qu'il y avait eu pendant le printemps arabe, où effectivement Twitter a été très utile de ce côté-là, parce que c'est quand même un bon médium pour dire ah ben je suis à telle place, ah les flics vont me lasser ou un truc comme ça. Et il y en a qui parlaient juste de ce que c'était à la base, c'est-à-dire du microblogging. Et le microblogging, ça devrait, enfin, le format, ça devrait être juste, aujourd'hui j'ai mangé une pomme, quoi. Ça devrait pas être Trump a fait machin, enfin, ça devrait pas être aussi, ça devrait pas être ce format-là, quoi. Bah, c'est ça, tu Cette devrais, immersion-là. sur un truc de vacuité, comme on dit, tu devrais dire des banalités, en fait, et c'était ça au début, les réseaux sociaux, tu vois? Parfois, j'ai des souvenirs sur Facebook qui viennent là avec le machin, la fonctionnalité, les souvenirs là, et il y a quand tu vois, par exemple, je vois mes premiers tweets, enfin, pas mes tweets, mes premiers posts Facebook, au début de Facebook, c'était vraiment des trucs comme tout le monde, tu vois? De la banalité, ce que tu faisais. Les gens, ils cherchaient pas à faire des posts Facebook, tu vois? Ou enfin, c'était vraiment, les gens prenaient le réseau social pour ce que c'était, juste une manière, de partager la banalité, de plein de trucs et voir que voilà, tout le monde partageait cette banalité-là et puis à un moment, il a commencé à avoir des gens qui ont changé le format. Parce qu'il y a ça aussi, on critique souvent les réseaux sociaux par rapport à leur format, mais ce qu'on oublie, c'est que, ce sont les gens à l'intérieur en fait qui créent, comment dire? Les réseaux sociaux donnent un cadre, donnent des règles, mais la manière dont ces règles sont utilisées, la manière dont, ce cadre, est réutilisé dépend des utilisateurs et il y a plein de gens qui utilisent ces réseaux, pour, être une plateforme, comment dire? Ils cherchent à utiliser ce réseau pour diffuser au plus grand nombre, leurs idées et être connus quoi, voilà, être connus en fait dans le réseau social. Donc eux-mêmes, ils vont créer des formats, ils vont créer des fois les Nurshi, des trucs comme ça pour, comment dire? Ils participent aussi à l'écosystème en fait du réseau social quoi. Même sur YouTube, c'est les youtubeurs qui ont fait YouTube, tu vois? Avant YouTube, c'était juste des partages de vidéos et aujourd'hui c'est quand les Norman, les Cyprien et cetera, enfin plus Norman, Heu, non pas Norman, Cyprien pardon, parce que je confonds toujours. Mais Cyprien a commencé, bon lui était sur Dailymotion c'est vrai, mais quand il est allé sur YouTube et cetera, au début, c'est eux qui ont créé ce nouveau format qui fait que, bah, aujourd'hui YouTube c'est la moitié c'est des youtubeurs et l'autre moitié c'est encore, il y a de moins en moins des vidéos de chats, c'est vrai. Maintenant c'est plus des vidéos de gens, qui tombent ou des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, quoi, c'est juste pour, aussi dire que les gens, les abonnés participent aussi à l'écosystème du réseau social, quoi. En soi, tu dis que les gens créent dedans, mais si tu veux, pour moi, je ferai une comparaison avec n'importe quel jeu compétitif en ligne. Il y a des règles qui sont mises en place, il y a des limites qui sont tracées. Après, ce qui se fait dedans, ce qui marche pas, c'est la méta. Mais la méta, tu peux la changer par le fonctionnement, par les règles, par les lignes que tu traces, tu vois. Ils ont une responsabilité aussi dedans, parce que j'ai pas d'exemple concret, mais il y a eu plusieurs changements, que ça soit dans l'algorithme, pour YouTube, ou que ça soit dans le fonctionnement pour Twitter, où ils ont même rajouté la possibilité de mettre plus de caractères, le tweet longueur, là, ou je sais plus comment on appelle ça. Enfin, ils ont quand même modifié les règles. Les règles, après la méta s'est inspirée de ces règles-là. Mais c'est eux quand même qui donnent le là à la base. Alors après, je pense qu'il y a aussi un truc, alors ils sont responsables et il y aura peut-être des trucs à modifier avec Twitter. Genre par exemple, effectivement, revoir comment ils affichent leur algorithme pour que les trends, passent moins que par exemple, comme YouTube ou Twitter et que ça passe plus comme Facebook ou quelque chose comme ça, un peu moins que ce soit un peu moins, flashy comme ça. Il y a des choses comme ça, mais après, il faut aussi compter sur, il faudra à mon avis plutôt compter, sur une concurrence, plutôt éthique, plutôt que sur les GAFA et par exemple, parce que je pense qu'on en parlera à un moment ou un autre, du coup je pense maintenant, les trucs décentralisés des réseaux sociaux décentralisés et libres de droit, quoi. Et ça sera très dur à
Bien Mais sûr, il faut, mais de toute façon, les GAFAM, pour moi, ils sont pris au piège. C'est-à-dire que s'ils changent vraiment, s'ils changent radicalement leur façon de faire, de toute façon, ils vont tout perdre. Donc, ils ont tout intérêt à s'enfoncer encore plus dedans. et puis, du coup, oui, par exemple, je revoyais, parce que ça fait des, des mois que je l'ai pas ouvert, mais là, je viendrai ouvrir pour l'occasion mon compte Mastodon, hein. Twitter, qui est censé être le Twitter libre de droit, logiciel libre, décentralisé. Et malheureusement, ça reste un truc de niche, quoi. Il y a personne qui va, alors que c'est intéressant. Bah, après, peut-être que le problème, c'est justement que le réseau social, par essence, ne peut pas être décentralisé. Ah, J'entends que par son essence, hein, c'est-à-dire que tu peux faire un réseau social décentralisé, mais il arrivera jamais à la même échelle que ceux qui le sont. Parce que quelque part, quand les gens cherchent à utiliser les réseaux sociaux, c'est pour être inclus justement dans une majorité de personnes. Non, mais alors là, alors là, c'est un peu plus technique parce que là, on va dire justement, ce que je veux dire, c'est du back-end, quoi. C'est de l'envers du décor. Mais il y a un truc qui fait que tu peux faciliter des choses. Par exemple, en fait, un des trucs qu'on te demande et que, par exemple, dans les problèmes politiques, certains aimeraient bien faire, et c'est important, genre la France insoumise, part de interopérabilité. Et en gros, c'est le principe que si à un moment sur Twitter, ce qu'ils voudraient, c'est que si un jour sur Twitter, j'ai plus envie parce que la politique éditoriale de Twitter, parce qu'il y en a quand même une, même si elle est quasi inexistante, et voilà, j'ai pas envie, ou alors j'ai pas simplement envie de donner que mes données restent dans un truc qui a été acquis par une autre boîte. En fait, il devrait y avoir le moyen d'aspirer mes données, de toutes les prendre, de les supprimer ensuite de Twitter et de toutes les transvaser quelque part. Et ça, c'est de la décentralisation. Tu vois, enfin, c'est pas dans le réseau social, effectivement, sera toujours interconnecté, mais le simple fait de déplacer, de ne pas avoir les mêmes règles, de ne pas avoir les mêmes contenus, parce que ton serveur est à tel endroit, ça permet justement de rendre ça un peu plus pluriel. Par exemple, parce que c'est ça, comme ça que ça marche, hein, je revois la logique de Mastodon, c'est tu as des serveurs. Là, par exemple, moi j'avais pris parce que c'était le premier qui doit être référencé en France, mais je pourrais prendre autre chose, qui sont, c'est c'est Framasoft qui fait un des trucs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a, c'est rangé et organisé par serveur qu'il n'y a pas de connexion. Par contre, si à un moment, je sais pas, tu te sens, on va dire, outré, enfin, tu es choqué par le contenu d'un des serveurs, tu peux demander à ton serveur de pas diffuser ces images. Et dans ce cas, si tes utilisateurs sont contents, voilà, mais s'ils sont pas contents, ils iront voir ailleurs. En fait, c'est ça, c'est surtout, je sais pas si on peut parler de décentralisation, mais effectivement, ça rend. Si c'est ça, c'est de la décentralisation, c'est simplement que les règles sont un peu différentes un peu partout. Et la façon dont tu entretiens le serveur. Et aussi grand avantage, c'est pas aux mains des GAFA, quoi. Ouais, donc en fait, c'est plus par rapport au stockage de données et leur utilisation, quoi. C'est là où c'est un vrai argument. Ah, il y a ça, mais par exemple, tu peux, du coup, s'il y a plusieurs serveurs, tu peux faire une page de trend qui marche sur tous les serveurs, mais tu auras aussi des données limitées à ton serveur. Et là, tu vois, l'utilisateur peut voir, ah bah tiens, dans le monde, c'est ça qui marche, mais dans mon serveur à moi, c'est ça, quoi. Ouais, c'est grosso merdo, pour faire une comparaison un peu foireuse, c'est un peu ce qu'avait essayé de faire Google à l'époque de Google+. Enfin, pas Ouais, dans le back-end, mais dans l'idée, quoi, avec les Ah, différents aussi. cercles. Franchement, Google+, c'est un truc extrêmement intéressant parce que quand c'est arrivé au début, tout le monde se disait, bah voilà, le réseau social qui va juste niquer tout, quoi. Il va détruire tout le monde, c'est Google. C'est le best, c'est le must. Il a juste tous les comptes du monde. Et le Ça a réseau n'a floppé. pas du tout marché. Ça a floppé extrêmement et personne n'a compris pourquoi. Parce que moi-même, quand j'étais sur Google+, tu vois, c'était pas plus dégueulasse qu'un autre, tu vois. C'est juste qu'il y avait personne.
Et je sais pas, peut-être que c'était une défiance encore des gens par rapport à Google qui essayait trop, avec des gros sabots, tu vois, de venir tout Je contrôler en disant oui, nous aussi on veut ces datas-là, venez sur Google. Et donc peut-être que c'était ça encore, ce machin de je David pense contre que Goliath où les gens voulaient dire ah non, nous on est avec il Facebook et il y tout. a peut-être une partie de ça, mais je pense que c'est un truc encore plus con que ça. Et là, c'est pas très optimiste, mais c'est juste la facilité. Mm. En fait, pour maintenant, si tu veux concurrencer un GAFA, Mm. il faut un service, soit un meilleur service, soit un service qui fait différent et qui dit ah ben oui, mais ce service ne le fait pas. Ou soit un service en trending, Et je veux dire, TikTok. Non mais c'est par exemple, justement, c'est ça qui est le plus désolant, c'est que c'était dans un bon moment le podcast de Kian Kojandi, où justement, c'était, je crois, avec Monsieur Poulpe et Davy Mourier qui étaient les invités. Ils avaient parlé justement des différents formats et de ce comment ça avançait. Donc ils disent, oui, à la base, nous, c'était Dailymotion, puis après, on a eu YouTube. Puis après, c'est là où tu commences à, entre guillemets, avoir des contenus encore plus simples, encore plus bêtes. Tu vois, ils te disent, bah, Instagram avec les stories. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, c'est réduit au maximum. T'as eu Snapchat, où c'est encore plus débile qu'Instagram. Et là, le truc qui fonctionne en ce moment, c'est TikTok. Qu'est-ce que ça va être la suite? Ça va être quoi? après, Jusqu'où on va descendre? après, tu vois, TikTok, je suis pas convaincu que TikTok soit pire vraiment qu'autre chose, hein. Par exemple, pire qu'Instagram, c'est la communauté qui fait vivre le truc et c'est parce que c'est très jeune que tu as l'impression que c'est un peu plus débile ou en tout cas Non, plus immature. c'est par le formatage. TikTok, c'est quoi si ce n'est de la musique avec des gens qui dansent? C'est ça, en fait. Mais TikTok, le parce que problème, c'est que c'est un format trop précis, en fait. Parce que généralement, les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, Facebook, etc., Twitter, tu peux mettre des images, tu peux mettre des textes, tu peux faire plein de choses. Tu peux partager. Enfin, il y a beaucoup de formats disponibles, en fait. Alors que TikTok, c'est un seul format. C'est comme si les Instagram n'avaient plus que les stories, tu vois, et enlevaient tout le reste. Et que tu pouvais plus faire rien, tu pouvais rien faire d'autre que regarder des stories, tu vois. Et c'est ça. Enfin, c'est Et ça je qu'ils ont pense même qu'en interrompu, mais plus, TikTok, c'est ça, quoi. je pense qu'en plus, pendant la campagne des primaires démocrates aux États-Unis, TikTok a réussi à avoir une petite influence avec une de leurs membres, là, Nicolol, qui fait aujourd'hui du stream, parce qu'elle avait dansé sur OK Boomer de Senzawa avec un t-shirt Bernie Sanders. Enfin bon, il a perdu, hein, mais ça a Ouais, Bernie énormément tourné. Sanders aussi, c'est le Mélenchon américain, mais avec un peu plus de, je trouve, d'élégance quand même. Parce que Mélenchon, voilà, quoi. La République, c'est moi! Je trouve que c'est après, quelqu'un de très ridicule, mais c'est un autre débat. TikTok, ça me gêne, moi, me gêne pas plus que ça, dans le sens où, comme en fait, c'est quasiment la suite de Vine et que Vine, les gens aussi trouvaient ça débile, parce que pourquoi tu te limites dans des vidéos de 10 secondes Mais, alors que YouTube Mais là, fait la même chose. t'es encore plus limité. Parce que Vine, tu pouvais parler. Là, t'as Mais une tu musique vas, en fond et TikTok, il non, n'y a mais pas je sais tu, pas, de. je sais pas si c'est parce que c'est un truc générationnel, etc. Mais moi, je dis Vine, il y avait une raison d'être de Vine, tu vois. C'était de faire des Vines, tu vois. Et comment dire, le problème avec TikTok, enfin, il n'y avait pas vraiment de communauté. Si, il y a une communauté Vine, mais en fait, c'était différent. TikTok, c'est un réseau social. Vine, c'était pas un réseau social, tu vois. Vine, tu mets des Vines, tu vois, et tu regardes les autres Vines et c'est marrant, ça dure 10 secondes. Et voilà. Alors que TikTok, c'est un vrai réseau social, tu vois. Ils prennent le machin le format de partage le plus minime possible et ils créent une communauté autour de ça qui doit discuter de ce format-là extrêmement minime, tu vois. Donc, ça donne que des discussions minimes sur des trucs. Enfin, tout sur TikTok, tu as l'impression que c'est réduit, que c'est encore plus réduit, en fait, que c'est un espace encore plus réduit que les autres réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça stressant. Quand tu es sur TikTok, c'est stressant, c'est étouffant. Tu es là, tu vas je sais pas comment ils appellent leur truc là, de vidéo en vidéo et ça n'en finit pas. Il y a rien d'intéressant, il y a rien de truc. En plus, c'est tout le temps les mêmes choses avec dès qu'il y a un truc qui est en tendance, tout le monde le fait. Donc, tu as 10 000 fois en fait le même format. Déjà que c'est un format extrêmement réduit, tu vois. Tu as 10 000 fois en plus comment dire, on va dire le même challenge qui va être réutilisé. Donc, ça fait un truc réduit dans un espace réduit. Donc, c'est assez stressant, quoi. Ça me fait penser à dans Charlie Chaplin quand il était avec sa machine là et qu'il était là en train de faire les vis et etc. Et TikTok, c'est ça en fait.
tu passes de vis en vis, de vidéo en Non, mais vidéo. par exemple, ça, c'est parce que tu vas pas sur. Alors moi, non, j'y suis jamais allé sur TikTok, mais il y a des TikTok intéressants, hein. Par exemple, tu vois, il y Ah, en a. mais comme partout, mais c'est pas, mais comment je vais dire, comment dire, c'est des TikTok intéressants, mais généralement que tu recherches, tu vois. Quand tu vas, parce que moi j'ai le TikTok où j'ai pris, comment dire, j'ai sélectionné aucun paramètre. Ah oui, voilà, ça me fait penser à une autre aparté par rapport au fait où on voit les réseaux sociaux comme comme un espace ouvert en fait où les gens peuvent voir les informations qu'ils veulent. Alors que si, tout le monde se souvient bien, quand tu crées ton compte sur n'importe quel réseau social, il te demande de choisir des centres d'intérêt et des gens à suivre. Tu vois? Avant même de commencer à lancer ton compte, il te demande quel genre de personne tu es et après, une fois en fonction de ces paramètres-là, ils vont te donner des informations qui sont reliées et tu vas t'abonner à ces informations-là et cetera. Donc à aucun moment, en fait, tu n'as la possibilité de voir autre chose que ce que tu as l'habitude de voir, en fait, de découvrir autre chose. Si tu Oui, fais ça, comme c'est parce que tu veux vraiment rechercher bah, même, et même Sens Critique le fait. pourquoi tu parles de sens critique? Non, Bah, mais parce le que site Sens Critique. c'est devenu un réseau social, Sens Critique, hein, mine de rien. Sérieux? Ah ouais? Waouh, mais c'est pas possible. Encore un autre truc, heureusement, mais ce truc, c'est de la merde. Mais j'ai jamais vu tous les trucs qui sont dessus, je te jure, toutes les notes. À chaque fois que je regarde, c'est les pires analyses ou les pires justifications de notes par rapport à des trucs. Tu vois, j'ai juste l'impression qu'il y a des vieux grincheux et des aigris sur Bah, ce site et après c'est un qui autre notent débat. mal tous les trucs, tu vois. Ouais, bref, ouais, pardon. Ah, non, mais après, Ouais. c'est un autre débat de savoir si est-ce que mettre des notes pour des œuvres, c'est vraiment pertinent, tu vois. C'est... Bon, mettre des notes pour n'importe quoi, c'est pas du tout pertinent, mais voilà quoi. On se dit qu'on, comment dire? On, on crée un système où on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps de on n'a pas on a le temps de rien faire, donc on doit être au plus vite de l'information. Donc avoir une note, bah, ça permet de savoir directement, si c'est bien ou pas quoi, tout simplement. Si je regarde ou pas Et et c'est pour puis, ça. tu regardes, la petite ligne d'analyse pour savoir, si c'est dans mon style ou pas, des trucs comme ça quoi. Effectivement, on en revient effectivement à un des trucs qui est donc la facilité en fait. C'est effectivement, si Twitter est intéressant aussi, c'est pourquoi les gens l'ont adopté, c'est parce que c'est le genre de truc que tu peux avoir rapidement sur ton téléphone portable. Tu vois, le mec a fait un tweet, tu vois ce qu'il a dit. Et pareil avec, on parle de réseaux sociaux, donc niveau facilité, c'est les notes, c'est facile, voilà, alors là, c'est pas un réseau social, mais c'est Internet, Rotten Tomatoes, c'est carrément, c'est même plus de 0 à 10, c'est binaire. Et ça permet justement de s'aiguiller simplement, facilement, parce que tu vois ce que les autres font. Alors, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. Je pense on a plus ou moins fait le tour. Je pense qu'on a soulevé certains problèmes, certaines questions qu'on pouvait se poser autour de ces entités. Oui, j'aimerais dire après tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette émission. Et de lâcher un pouce bleu, bien évidemment. Lâche un pouce bleu, s'il te plaît, pour la famille. N'oubliez pas de mettre des commentaires, même si C'est vrai. c'est MDR, j'ai pas lu, ça phagocytera l'algorithme de YouTube et ça nous mettra en avant. De ouf. De ouf. Et même, il y a de plus en plus de youtubeurs qui le disent maintenant comme ça et ça fait genre, ça fait des blagues, quoi. Ouais, Ils utilisent ça mais en mode blague, voilà. mine de rien, j'ai l'impression que ça marche mieux quand même, tu vois. Ça marche mieux. C'est- Parce Par que expérience, tu sollicites la personne. Moi, il y a des vidéos, ouais, je les like pas je si me le mec il like, me dit hein. pas de liker, tu vois. Genre. Ouais, de Mais en ouf, fait, tu vois, t'as envie de la liker, mais la flemme, tu vois. Et le mec il dit c'est ouais, s'il Il te ça. faut que je plaît, tu retrouve. vois. Je vais retrouver alors ça sera en dehors de podcast, mais c'est justement un ancien Viner et qui est maintenant qui fait des vidéos YouTube et et qui on va dire pour la thune fait plutôt il est doubleur tout court. Je ferai une vidéo dessus où tu vois ah mais j'ai- j'adore cette vidéo, je me demande comment je pourrais supporter la personne que j'apprécie, lui montrer que je l'aime bien, etc. Et là, t'as la vidéo qui dit like, comment and subscribe. Oh, Ouais, on en est presque là. Le trio magique. Donc du coup, moi, en mot de la fin, ce que j'aimerais rappeler aux gens, c'est que quand un produit est gratuit, c'est que souvent c'est vous qui êtes les produits. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est avant tout de la collecte de données pour faire de la vente ciblée.
Maintenant, ça induit aussi des comportements sociaux. À vous d'en faire un bon usage et de pas non plus être trop naïf par rapport à ce que c'est en pensant à une prétendue liberté que ça vous ouvrirait. J'aurais pas dit mieux. Et sur ce, bah écoute, Quoique, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo. À une prochaine.